Ému de vous dire au revoir et... À la fin des années 70, il faut dire au revoir à Daniel, à Valérie, Au revoir. à Clo-Clo qui s'en va et ne reviendra jamais, à Casimir, aux Poppies et leurs soupules, à nos bons vieux vinyles, oublier le rêve de voir se reformer les Beatles avec la mort de John Lennon, se séparer de nos tenues disco, de nos bons vieux brushings, tirer un trait sur le look babacool, dire adieu à la machine à écrire, au téléphone à cadran, bref, une nouvelle route s'ouvre à nous. Pavé de rock, bien entendu, mais aussi de punk, de funk, de folk, de synthé. Espoir, légèreté, liberté, modernité, créativité. D'une façon ou d'une autre, les années 80 nous ont tous marqués. Les années 80, c'est faut être riche et célèbre, il faut réussir, il faut se marrer. Il s'est passé tellement de choses, de bouleversements. On avait le sentiment d'avoir des audaces extraordinaires. Ça a été d'une part l'ouverture musicale, ça c'est vrai. C'était la folie, la fête, un moment de liberté. Je crois qu'il y avait beaucoup d'énergie. Envie d'aller de l'avant. C'est des années quand même très créatives. C'est une partie de notre vie qui est encore bien présente. Les vrais paradis sont ceux qu'on a perdus. Alors je dirais, oh la belle vie. Il y a un vent, il y a une fraîcheur, il y a un tourbillon. Et comme il suffit d'entendre quelques musiques pour que les souvenirs nous reviennent, flashback sur l'émission musicale de référence des années 80. Top 50. Top 50, l'émission qui rend fou. Le Top 50, créé par Europe 1 il y a 5 ans et diffusé par Canal+, affiche chaque semaine les meilleures ventes de 45 tours. Son battleur, Marc Toesca. C'est devenu trop important en 5 ans. C'est devenu trop la référence. Et la référence du Top 50, c'est bien sûr ce groupe de Toulousains. Les Démons de Minuit resteront classés numéro 1 durant 13 semaines consécutives. Dans les années 80, le disque ne connaît pas la crise. Les tubes s'enchaînent à un rythme effréné. Des musiques aujourd'hui encore incontournables. Oh Macumba, elle danse tous les soirs pour les dockers du port qui ne pensent qu'à boire. Oh Macumba, elle danse tous les soirs pour des marins largués qui cherchent la bagarre. Oh Macumba, elle lève-toi et danse avec la vie. L'écho de ta voix est venu jusqu'à moi. Elle lève-toi, tes enfants ont grandi. En donnant la vie, je serai comme toi. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Toi et moi dans le même Bermuda, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Fallait pas me quitter, tu vois. Il est beau le résultat. Je fais rien que des
top 50 n'a pas engendré que des gloires éphémères. Jean-Jacques Goldman a régné en maître sur cette décennie. La musique, c'est comme la boxe, il faut faire des catégories. Alors, il y a les super welter, les espoirs et les légers. Quand la musique est bonne, quand la musique dort, quand la musique sonne, quand elle qui ne met pas. Et nous avons retrouvé les tout premiers numéros 1 du top. Peter et Sloan, besoin d'un rein, envie d'un foie. Bonsoir Peter, bonsoir Sloan. Bonsoir. Je pourrais vous demander un petit service, c'est l'anniversaire du top. Faites-nous une fois le refrain de Besoin de rien, envie de toi. Allez. Besoin de rien, envie de toi, comme jamais envie de personne. Jean-Pierre et Chantal, plus connus sous le nom de Peter et Sloan, forment un couple inséparable sur scène. Mais dans la vie, ils ne sont que des amis. Les années 80, c'est la folie des duos. Kitsch ou chic, chacun son style. Mais toutes les chansons racontent la même histoire. Y a toujours un garçon et une fille au désespoir. Le 4 novembre 1984, vous le savez, c'était l'ouverture de Canal+. Et le même jour, à 13h30, avait lieu le tout premier Top 50, la toute première émission. En France, c'est maintenant décidé, les chaînes de télévision vont se multiplier. Le gouvernement a donné son feu vert définitif pour le lancement de 3 projets. La 4e chaîne ne portera jamais ce nom. Elle devient Canal+ et est confiée à André Rousselet, ami et ancien chef de cabinet de François Mitterrand. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Avec Canal+, on va se servir d'un nouvel objet, la télécommande. Apparaît alors un nouveau mot, zapper. Mademoiselle Hortense, venez voir, vite, venez voir. Me voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. La science, ce sont d'abord des hommes et des femmes qui cherchent. Alors, aidez-les. Envoyez des sous. Oui, plein, oui. Il fallait arrêter de se prendre au sérieux. Et moi, j'aime bien. Ouais, je suis très fan des nuls, très fan des nuls. Je crois que je dois tout avoir leurs émissions. J'ai tout gardé, je pense. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Qu'est-ce que tu vends pour les vacances? Les caleçons et les maillots de bain. Je serai, je pense, un peu en avance à l'ouverture du magasin. J'ai rien vendu. TF1, la première chaîne publique, passe au privé. 3 milliards de francs. Tout m'est resté entre les mains. Édouard Balladur, alors ministre des Privatisations, reçoit le chèque des mains de Francis Bouygues. Ah tiens, à propos de Bouygues, bonjour monsieur Bouygues. Alors, nous allons parler de l'information, bien entendu, même si personne n'y croit. Dans la joie et la bonne humeur. J'ai toujours admiré Mourouzi, parce que c'est quelqu'un qui était capable de pas se coucher, de vider 3 bouteilles de champagne, de se faire 1 gramme de coke, et d'aller présenter le journal de 13h. Ça, j'avoue que moi, je suis pas capable. C'est-à-dire que moi, si j'ai pas bien dormi, si j'ai pas mangé mon porridge, aller faire de la télévision, c'est quand même un peu plus compliqué. Ça bouge à la télé, hein? Les Jeux américains envahissent la télé des années 80. Symbole des années fric. Ils vendent du rêve. La réussite tient à une roue ou à un juste prix. Grâce à eux, tout semble possible. Oh, c'est pas possible. Je sais pas ce qui m'arrive, là. Le 20 février 1986, c'est la naissance de la 5 avec les plus grandes stars. Après avoir vécu la grande aventure du rock'n'roll, je suis très heureux de participer à la grande aventure de la 5. Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert
La 5. Une grande chaîne se doit d'avoir les meilleurs. C'est la devise de Berlusconi, qui à coups de millions de francs, débauche les animateurs vedettes de ses concurrents. Ils peuvent lui dire merci. C'est le plus grand mercato de la décennie, mais ce sera aussi les débuts de l'audimat. Tout le monde est parti sur la 5, et moi on m'a donné, donc je produisais Guillaume Durand, Face à France, avec Catherine, et on m'a donné Bain de minuit. Alors il paraît que vous êtes un petit peu le souffre de la 5e chaîne, j'ai lu quelques déclarations oui, c'est ce que audacieuses. disait le matin ce matin, oui, je suis le virus. La nuit, les gens ne sont pas comme le jour. La nuit, c'est Bain de minuit. Bonsoir Julien. Bonsoir. Merci d'être à la première de Bain de minuit. Est-ce que tu sais sur quelle chaîne tu es là? Absolument pas. Absolument pas. Non. Tu es sur la 5e chaîne. Il y a beaucoup de chaînes, remarque. Oui, il y en a trop. Il y en a trop. Il y en a trop, moi je suis perdu avec ma télécommande. Il y a plus d'émissions que de chanteurs maintenant. Oui. Et puis les stars, c'est vous, c'est bien connu maintenant. On verra vous êtes plus payés que nous, si c'est nous les stars. C'est là que j'ai connu Berlusconi. Alors on lui disait, mais on veut bien venir sur votre chaîne, mais il n'y a pas d'émetteur. Ah, c'est pas un problème. Moi, je vais sur le toit avec les tournevis, j'ai mis les antennes. Enfin, c'était, voilà, il offrait des montres en or à tout le monde. Enfin, c'était surréaliste. Il faisait des émissions à Milan en emportant les gens en avion. Enfin, c'était, voilà. Et moi, la chance que j'avais, c'est que j'étais émission à Libye. Ça, c'est un très bon plan. C'est-à-dire que toute la journée, il diffusait des séries américaines absolument ineptes. Et moi, on m'avait donné cette émission qui était censée faire l'image de la chaîne. La télé devient un univers impitoyable. La 5 n'hésite pas à rediffuser des séries qui cartonnent sur les autres chaînes, comme Dallas, programmée sur TF1 depuis 1981. Tout le monde trompe et tout le monde est trompé. Ça se passe comme ça tout au long de notre vie. Dans Dallas, on met le doigt là-dessus et je pense que quand les gens regardent la série, ils se disent qu'ils ne sont peut-être pas si seuls. Le 8 janvier 1983, Gir pique la place de Polak et de son droit de réponse. L'émission est reléguée en deuxième partie de soirée. Plus fort encore, le polémiste sera viré suite à un dessin satirique jugé insultant pour le groupe Bouygues. Michel Polak doit s'en aller. Mais je dois m'en aller. Je ne veux plus t'aimer. Mais je dois m'en aller. Il faut tout oublier. Face à la concurrence, Antenne 2 propose son Dallas à la française, Château Vallon. Dans l'eau trouble d'un regard, l'aventure et la passion autour de Château Vallon. Un succès fulgurant, entaché par une fin brutale. Chantal Nobel est victime d'un tragique accident de voiture en compagnie de Sacha Distel. La série s'arrête en pleine gloire. Eh bien, nos jeunes amis téléspectateurs vont maintenant pouvoir s'amuser pendant 2 heures de temps en regardant l'émission Récré à 2. Pendant ce temps, une speakerine, entourée de sa bande de potes, s'offre les mercredis d'Antenne 2. En 1987, TF1 sentira la bonne affaire et lui proposera le Club Dorothée. 21 heures d'antenne par semaine, un record et un succès d'audience pendant 10 ans. Mais qu'est-ce que vous faites là? Où courez-vous comme ça? Qu'est-ce que vous faites? On court, on va se faire coder. On va se faire coder. L'idole des enfants devient une chanteuse et enchaîne les succès. Allô, allô, monsieur l'ordinateur. Dites-moi, dites-moi, où est passé mon cœur? J'ai vérifié, ce n'est pas une erreur. J'ai un certificat signé de mon docteur. Dites-moi, ne quittez pas, bureau du bonheur. Où il est? Nous recherchons votre petit cœur. Dites-moi, toutes les données dans l'ordinateur. S'il vous plaît, sont programmées. Voilà, elle s'appelle Lio, elle a 16 ans et demi. Elle a 14 ans et demi. Vanessa Paradis. Et la petite Elsa, eh bien, elle a 13 ans et demi. Et elle nous chante Jouer le taxi. T'en vas pas. Banana split. Intelligent, qui a fait ça? Première télé pour cette jeune Belge, dont le premier tube lui collera à jamais l'étiquette de Lolita sexy. Autre Lolita, 14 ans et déjà numéro 1 au top 50 en France. Ça roule pour Vanessa. Son taxi la conduira au sommet dans 25 pays.
une autre adolescente de 13 ans émeut la France entière avec T'en vas pas. Elsa se retrouve également numéro 1 au top 50. Quelle est la fin de ta vie, Vivi? Papa, ne t'en va pas. On peut pas vivre sans toi. T'en vas pas au bout de la nuit. Nuit, tu me fais peur. Nuit, tu n'en finis pas. Comme un voleur, il est parti sans moi. On n'ira plus au ciné tous les trois. Nuit, tu... Les médias créent la guerre entre les deux Lolita. L'une est brune, l'autre blonde. La presse les compare ou les oppose. Chanteuses, actrices, elles incarnent avec talent la jeunesse de l'époque. Même si c'est pas toujours facile d'avoir du succès quand on a 14 ans. À un moment, vous étiez un peu la tête de turc de tout un univers. Mais les gens qui disent c'est une conne, c'est tout ça, j'aimerais pouvoir passer une journée ou même pas une heure à discuter avec eux et à ce moment-là, s'ils repartent en ayant la même idée qu'en venant, ils écrivent ce qu'ils veulent. Mais je trouve ça injuste quand on écrit sans savoir par rapport à des potins, par rapport à une petite chose qui est partie comme ça et qui devient des montagnes, surtout que quand on a 14, 15 ou 16 ans, qu'on a du succès, c'est encore pire, quoi. Marilyn pince sa bouche. Elle pense à John, rien qu'à John. Un sourire, puis un soupir. Elle fredonne une chanson. Après Étienne Rodagil, Vanessa rencontre Gainsbourg. Désormais, elle est reconnue comme une artiste à part entière. Meilleure interprète féminine de l'année. Bravo Vanessa. Ils se sont rencontrés sur le plateau de Sacrée Soirée. Et tout de suite, un long roman d'amitié est né. La Boum, au cinéma, un succès énorme. Plus de 4 millions d'entrées. Plus fort que l'Empire contre-attaque. Fais une boum demain pour son anniversaire, qu'elle s'en réjouit depuis des mois. Et que ton déménagement... Ne gâche pas tout ça, c'est tout. C'est toi qui as tout gâché. Ah, voilà. Ça y est, je l'échographie, c'est un garçon, hein. Quel bébé? Qui va avoir un bébé? Je rêve en bleu, I dream. Lorsque je pense à vous, c'est entre bleu et blue. Dream in blue. Je dream en bleu, je rêve en bleu. Tout est bleu, all is blue. Blue. Oh, dream. Sophie Marceau vivra son rêve en bleu. Elle recevra le César du meilleur espoir féminin pour La Boum 2. Au départ, la Boum, c'était un tout petit film, très modeste, avec un budget très modeste. Je crois que le Pinotto a eu très peu d'argent pour le faire. Et puis Claude, au moment du casting, venait tous les soirs avec des cassettes, qui étaient les grosses cassettes à l'époque. Et un jour, il est arrivé avec ce petit visage-là, et j'ai regardé Claude, j'ai dit, ben voilà, c'est tout simple, on l'a trouvé. J'ai jamais fait de cinéma et ça m'intéresserait d'en faire. Tu as quel âge? J'ai 13 ans. J'ai rien à me mettre. T'arrêtes pas. J'en étais sûre. Ouais. T'arrêtes pas, je te dis. Ça va être génial. Pourquoi? Ça y est. Ouais, peut-être. Je vais vous donner la réponse quand? Tous les enfants qui étaient dans ce film
et qui avaient été choisis avec beaucoup évidemment d'attention et qui étaient tous formidables. Et ben voilà, il y en a qu'une qui est restée vraiment une star et qui est devenue une star et qui est devenue une vraie actrice. Au début, je réalisais pas. Je prenais ça pour un amusement. Et alors, ça n'est pas un amusement? Bah non. Enfin si, c'est un amusement parce que c'est une chose agréable à faire parce qu'on est tous dans la sympathie, tout ça. Et maintenant, elle fait la couverture d'un certain nombre de journaux, dont VSD de cette semaine. C'est ce qu'on appelle une star, entre guillemets. Est-ce vraiment une star, selon vous? C'est le film qui est une star. Je crois que c'est une star, non, je crois. Vous savez, on n'en était pas tout à fait sûr après la boum numéro 1 parce que, après tout, ça pouvait être un accident, parce que c'est encore une enfant. J'étais très impressionnée par les rushs que j'ai vus. Et voilà, il y a eu le miracle de Sophie, qui a été cette petite fille magique qu'on a trouvée. Et puis, il y a eu une très jolie mise en scène de Claude Pinoteau, une musique délicieuse aussi de Vladimir Cosma. Dreams are my reality, the only kind of real fantasy. Illusions are a common thing. I try to live in dreams. It seems as if it's meant to be. J'ai fait me lever danser, hein. Ah non mais vous m'en faites voir des trucs. Alors Dreams, c'était évidemment la musique, le thème principal du film La Boum. Figurez-vous qu'un matin j'étais dans les studios d'RTL justement et on me dit écoutez il y a un appel pour vous et monsieur Cosma au téléphone, Vladimir Cosma, qui me dit j'aimerais bien vous rencontrer parce que Vladimir voulait me présenter cette musique qui allait faire partie de La Boum. Et j'ai écouté ça, j'ai trouvé ça très très bien, mais je me suis pas du tout senti la faire. Dreams are my reality. Moi je pense que j'aurais fait beaucoup plus, j'aurais fait différent, peut-être ça aurait pas du tout marché. Les années 80, une révolution technologique dans le monde de la musique. Depuis 18 mois environ, on voit en France des hommes et des dames aussi bien qui ont sur les oreilles un casque leur permettant d'écouter la musique même dans les bruits de la circulation. Ce sont des Walkmen. Et maintenant, regardez bien ce disque. Ce disque, c'est en principe le disque de l'avenir, un disque numérique, inusable ou presque. Il ne rentre en contact avec aucun objet, puisque c'est un rayon laser qui le sillonne. Il faut pour cela un appareil adéquat, en vente depuis hier, dans les magasins de hi-fi. Alors Patrick Esther vous dit tout sur le disque numérique. Nouveau mot à faire son apparition dans le monde de la musique, le clip. Véritable exercice de style de 3 minutes, le temps d'une chanson. Un passage obligé pour toute une nouvelle génération de réalisateurs. Le vidéoclip prend une place de plus en plus importante. Le vidéoclip, c'est l'illustration par l'image d'un texte et d'une musique de chanson, chanson qui devient ainsi un véritable court-métrage. Premier clip à être diffusé sur la nouvelle chaîne MTV en 1981. Video Killed the Radio Star. Le titre est éloquent et annonce l'importance des vidéos dans le monde de la musique. C'est vrai que l'image a pris le pas sur la parole, sur le discours. C'est la naissance du clip, c'est-à-dire qu'il est considéré légitime et indispensable même que la partie visuelle d'une musique soit présente. Elle était au moins aussi importante que le son. Le réalisateur de Michael Jackson ou Madonna fait de ce clip révolutionnaire un tube planétaire. Et ce groupe de Norvégiens, AA, a bien choisi son nom, parce qu'il sonne comme un grand éclat de rire, dans toutes les langues.
merveilleux pour des metteurs en scène débutants, c'est fantastique. Je veux dire, c'est un truc, c'est comme les films publicitaires. Je veux dire, ça permet vraiment de montrer si on sait se servir d'une caméra, si on sait marier un son et une image. C'est le clip le plus primé de la décennie et le plus diffusé à travers le monde. Une perfection technique que l'on doit à Nick Park, le papa de Wallace et Gromit. Audace dans la manière de filmer finalement ce qui aurait pu être des chansons pures et simples et qui sont devenues des événements beaucoup grâce à ces clips. Oui, bien sûr, c'était la grande prise de parole par l'image. On a visionné cette cassette qui vient des États-Unis, on a essayé de vous la présenter, car c'est le mariage idéal entre la musique moderne et le cinéma. Vous allez voir ce que les Américains font lorsqu'ils veulent faire ce qu'il est convenu d'appeler en vidéo une cassette de promotion. Alors, Michael Jackson, c'est de la fameuse famille des Jackson 5. 12 millions d'albums cette année. Thriller, c'est le titre de cet album. Michael Jackson, avec une réalisation de John Landis, produit par Michael Jackson et Quincy Jones, excusez du peu. C'est un film qui est un film d'épouvante, un film d'humour, digne du festival du film fantastique d'Avoriaz. Ceux qui sont sensibles ferment les yeux, mais n'oubliez pas que c'est un film d'humour tout de même. Regardez, Thriller, Michael Jackson. Scénario, effets spéciaux, chorégraphie, des heures de maquillage. C'est le clip le plus cher de la décennie, 24 fois plus que le budget habituel. En France, les budgets sont plus modestes. Celui de téléphone n'a coûté que 200 000 francs. Les maisons de disques hésitent à investir dans un clip et nous sommes donc encore et toujours envahis par les anglo-saxons et à la traîne de cette mini-révolution de l'audiovisuel. Même à moindre prix, Téléphone assure sur toute la ligne. Première partie des Stones, tournée mondiale. Grâce à eux, le rock français s'exporte. Jacques Lang aussi, fan de cette culture fast-food et qui a déjà coproduit 10 vidéoclips français. Pour un coup de pouce, t'as beaucoup de pubs, monsieur le ministre. Pourquoi pas, si vous le pensez. Après tout, un ministère n'a pas besoin de vivre en permanence sous terre. Je crois que vous vous intéressez en ce moment, par exemple, au tournage du vidéoclip d'Adjani, c'est le cinéaste français Luc Besson qui en est l'auteur. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Y a pas qu'au fond de la piscine. Notre belle Isabelle peut nager dans le bonheur avec ce titre écrit par Gainsbourg, réalisé par Besson et produit par un certain Bernard Tapie. C'est pas un calcul de rentabilité immédiate, savoir si un vidéoclip avec Isabelle Adjani va faire vendre tel ou tel produit. C'est un parti pris de communiquer avec les gens qui sont à l'extérieur d'une certaine manière pour qu'ils se fassent une idée de ce que vous incarnez dans le cadre d'une opération purement commerciale. On est quoi? On est chanteuse ou on est actrice quand on fait Pull Marine par Luc Besson, produit par Gaumont et par Tapie? On joue à la chanteuse. Mais cette machine dans ma tête, machine sourde et tempête. C'est Jean-Bat, ça, oui. Jean-Bat, c'est Jean-Baptiste Mondino, qui signe là son premier clip. C'est bien, ça. Une réalisation musclée, un chef-d'œuvre qui ne passe pas inaperçu puisque Cargo sera le premier clip français à être diffusé à l'étranger. Mon espoir s'est échoué. J'en ai marre de ramer. La détresse appelée, l'océan de mes pensées.
concerne l'avenir du clip en France, je pense que l'avenir est rose dans la mesure où il y a de plus en plus de gens créatifs et qu'on leur donne de plus en plus les moyens, c'est-à-dire les moyens financiers, puisqu'il ne faut pas rêver, un clip ça coûte de l'argent. Mais Jean Batte, c'est aussi un grand photographe de renom. Jean Batte, c'est mon frère, c'est quelqu'un, j'avais ma première maison d'édition, mon premier objet, une lampe, et je regarde les journaux, je me dis, il faudrait peut-être quand même faire un jour une belle photo de cette lampe, le tube fluo comme ça, et l'Easy Light. Et je vois un journal, et je vois une photo, je fais bordel, c'est ça. Et moi qui n'appelle jamais personne, je suis super timide, ou super paresseux, ou super lâche, tout ce que vous voulez, mais j'appelle jamais personne, je dis non, c'est ça, je veux ça, c'est là que ça se passe. Donc je regarde le nom, je trouve, je fais bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me faire une photo, je vous préviens, je n'ai pas un sou. Et le mec fait évidemment, bien sûr. Et il fait des photos extraordinaires, il m'a jamais fait payer, jusqu'à, encore aujourd'hui, 40 ans plus tard, il a dû faire 95% des photos de moi, et je n'ai jamais payé un sou, parce que c'est comme ça, parce que les grands savent très bien qu'ils sont riches de l'intérieur et qu'ils peuvent donner. On ne combat pas les insectes qui font comme les insectes qui font. Slogans les plus fous, mélodie universelle, images chic et choc. La pub change de couleur dans les années 80, avec les jeunes créatifs de l'époque qui rivalisent d'imagination pour réaliser les pubs les plus folles. Je prépare ça tous les jours. Il y a une après-midi où on s'est retrouvés dans un bureau, on était 3. Il y avait Stark, Mondino et moi. Et on est nés tous les 3 en 49. Et on était là, on n'avait rien fait de notre vie, ni les uns ni les autres. Et on se disait, qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Et un an après, Stark revient en disant, j'ai fait un immeuble à Tokyo. Moi, je disais, mais il est complètement mytho, ce gars-là. Tu penses qu'il a fait un immeuble à Tokyo, tu vois. C'est ça. Et il disait, en plus, l'immeuble s'appelle Nini Nini ou un truc comme ça. Je dis, mais il est complètement... Et Mondino, pareil, revient et dit, moi, j'ai fait le clip de Madonna. C'est ça, t'as fait le clip de Madonna. Et donc, voilà, et on était tous les 3 là. Bon, eux, ils ont très bien réussi. Moi, c'était un peu plus long. Et hop! Dans les années 80, Thierry Ardisson monte son agence de pub Business et propose aux annonceurs des spots très courts, mais dont les slogans sont explosifs. Salut, j'ai 8 secondes pour vous dire que la barrière aux fortines, c'est de la dynamique. Diététique, de l'effort. C'est une petite boîte, en fait, où on fait des trucs comme Ovomaltine, on fait Chaussée aux moines, Amen, voilà, qui sont nos grands trucs. La paire, il n'y en a pas deux, qui est quand même une des choses les plus extraordinaires que j'ai écrites dans ma vie. Amen. Et grâce à ces 8 secondes, qu'on n'a pas inventées, mais qu'on a été les premiers à utiliser, on a pu permettre à des annonceurs qui avaient peu d'argent de passer à la télé. Du jour au lendemain, c'est arrivé, on envoyait à profusion sur les télévisions et en fait, c'est pas une pub qui m'a marqué, c'est le fait d'en voir beaucoup tout le temps, quoi. Super, génial. Et avec ces points, qu'est-ce qu'on peut choisir? Une tasse à café. Des tasses à café. Attends, mais je rêve ou quoi? Vous avez vu les nouveaux cadeaux qu'on peut avoir? Des verres? Ils sont chouettes. Regardez! Les annonceurs s'arrachent les plus grands noms pour qu'ils apposent leur marque de fabrique, comme Jean-Jacques Benex qui rend célèbre une marque de peinture, ou Jean-Paul Goude, grâce à qui le métro devient fun et branché. C'est Jean-Paul Goude? Grace Jones, oui, et Jean-Paul Goude. C'était génial. My baby loves me, she gets me feeling so fine. When she loves me, she makes me know that she's mine. And when she kisses, I feel the fire get hot. She never misses, she gives all that she's got. And when she asks me if everything's okay, I got my answer. The only thing I can say, I say yeah. Bonjour, vous prendrez une? Voilà. La voiture. Je vais prendre du caoutchouc. C'est quoi la vérité? Sandrine! Attention, Sandrine. Attention, maman. Maman! À la tête d'une équipe de tournage, un metteur en scène, un nom. Étienne. Oh, tiens bien. Baiser, salir. Tomber. Quand on s'appelle Étienne, et qu'on vous fait depuis que vous êtes tout petit à la tienne Étienne, vous ne comprenez pas
Parce que vous dites il doit y avoir autre chose que juste la rime. Donc vous souriez bêtement, vous montrez vos dents, d'où l'intérêt d'en avoir des bien blanches, et vous dites ah oui. Et le jour où vous comprenez que c'est que ça, eh ben vous découvrez un fond de nature humaine que vous ignoriez jusqu'alors, et vous êtes quand même, ça vous trouve le cul, quoi. Étienne Châtilliez. Châtilliez, pardon. Liez, il y a quand même. Liez. Ah, d'accord. Étienne Châtilliez. Ne cherchez pas, vous ne connaissez pas ce nom, mais vous savez quelle production il a déjà faite. Contrairement à ce que dit cet affreux reportage, j'étais déjà énormément connu, et étant donné que les journaux s'étaient servis des publicités que j'avais faites pour montrer à quel point elles pouvaient par moments ne pas être mauvaises. Cuir. Cuir. 199 francs. Faudrait être fou pour dépenser plus. Au début, il disait qu'il faudrait être folle pour dépenser plus. Bon, c'était pas passé auprès de... Micheline, Janou. Cette entrée en force dans l'univers homosexuel spécialisé avait agité les esprits il y a 2 ans. Étienne Châtilliez, 33 ans, 13 ans de publicité à son actif, devait faire passer l'idée que les chaussures étaient en cuir. Il disait cuir, cuir. Putain, il faut qu'on dise cuir. Et puis à force de dire cuir, cuir, et cuir, cuir. 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 Marie-Thérèse, vous êtes bien allée au bal un soir. Mais non, je vous jure. Mais arrêtez de jouer. Ils vont peut-être les voir. Je vous jure. Merci, mamie. D'être hors norme, ça nous a fait beaucoup rire. Intérêt, On était vulgaires. Vulgaire. Très, très vulgaires. C'est vrai qu'on est très vulgaire. Cet homme est dans un fast-food. Il mange debout. Pourquoi? Parce que s'il s'assoit, ce sont ses genoux qui mangent à sa place. C'est intelligent. Debout, il donne à manger à ses pieds. Et vous trouvez ça drôle? Oui. Eh bien, Naznoni a décidé de changer le look de ses pâtes et d'en confier les nouveaux dessins à 4 designers de pointe, Cadesta, Nemo, Rago, Sark. Mais voici les maquettes. Alors en effet, dans une petite papate comme ça, ou dans une grosse comme ça, c'est important. Là, vous allez manger de la création et une somme astronomique de travail. Je savais pas que j'avais été chez Dechamps. Mais vous avez vu, je suis énorme. Vous avez vu le look de l'enfer. Chère madame. Comme un dieu, il a un ticket rock dans les yeux. Ce qui est remarquable d'abord, c'est voir la tête que j'ai. Il fait même braquer les hommes, c'est un super baby cadam. Je me couche à 8h du matin dans un état lamentable. C'est ça, c'était de l'alcool. Gants de velours au niveau de l'amour. En plus, il est pas bête, il en a dans la tête, il a même de l'humour. Oh, ce mec est too much, ce mec est trop, ce mec est too much. Je vivais dans une chambre de bonne rue du Dragon, où j'avais pas de salle de bain, pas de toilette. Je me chauffais en mettant des journaux dans la cheminée. On était très rapidement asphyxiés, on avait un matelas par terre et on buvait, parce qu'il y avait toujours du panache, on buvait du mousseux, en croyant que c'était du champagne, du Duc d'Enghien qui coûtait 2,75 francs la bouteille. Donc on me voyait toujours habillé, dépenaillé en disant « Oh là là, il est punk, oh là là, il se fait un look ». Mais j'avais que ça, je ne saute pas de machine à laver, je puais. Toi tu me fous les blancs, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Casse-toi tu pues, et marche à l'ombre. Moi je vous répète, je suis un plouc. Je suis un moine, je vis toujours en dehors de tout, je suis au courant de rien. J'entends un air de musique, j'adore, je me le passe en boucle, mais je cherche même pas à savoir qui chante. Donc, ça amène à des situations un petit peu embarrassantes, comme l'anecdote que je vais vous raconter. J'allais tous les mois à Tokyo. J'étais dans mon petit hôtel du Roppongi. Là, il y a Fabrice Coat qui organisait un truc pour les Rita Mitsuko qui commençait un peu à être connu. Une remise d'un award, d'un prix au Zénith ou je sais pas quoi. Et il me dit, écoute, ça ferait plaisir, c'est toi qui leur remettais le prix. Et je descends de ma chambre et je tombe sur Catherine Ringer. Et j'arrive, et moi je savais même pas qu'elle s'appelait Catherine Ringer. Évidemment, tout le monde le savait déjà. Et moi je fais, oh, Madame Mitsuko, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors je viens à l'instant de raccrocher. Il y a le producteur du truc qui me demande de vous remettre le prix la semaine prochaine à Paris. Et elle me regarde comme ça, de haut en bas, avec son air toujours très avenant. Elle me fait, ça aurait pas pu trouver mieux.
nous sommes donc dimanche 10 mai 1981, le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous vivons ensemble un moment décisif. Le soir du 10 mai 80, j'étais devant la télé, plein d'enthousiasme, et je regardais ça. 5, 4, 3. Quelque chose était en train de se passer. François Mitterrand est élu président de la République. La jeunesse va, je crois, beaucoup se mobiliser en 81, justement parce qu'elle a envie de changer de monde politique. Le problème de drogue, de la façon dont le traitent les ministres français, on s'en fout. Il n'y a jamais eu un jeune ministre de la jeunesse en France. Il n'y en a jamais eu, c'est tous des vieux. Regardez M. Soisson. C'est vrai que Soisson. Ce que je peux vous dire, c'est que la jeunesse se désespère, elle ne croit plus en la politique française, et moi je pense qu'elle a bien raison. Ce que je peux vous dire, c'est que le désespoir est mobilisateur, et que lorsqu'il devient mobilisateur, il est dangereux. C'est pour ça qu'aujourd'hui je suis fatigué. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais crier. Je ne suis pas un héros, mais faut pas me coller à la peau. Je ne suis pas un héros, faut pas croire ce que disent les journaux. Je ne suis pas un héros, François Mitterrand, je crois, dans ce face-à-face avec Balavoine, il va percevoir qu'il y aura un enjeu pour lui à être capable de recoller avec la jeunesse. C'était inimaginable qu'un président de la République veuille représenter la culture française par un mec comme moi, qui roulait qu'en moto, qui était hirsute, qui était plutôt raide défoncé que le contraire. C'était extraordinaire, c'était à leur actif une formidable ouverture d'esprit. Cette chaise d'acier et de toile de Stark sera vendue autour de 350 francs. Chacun demain pourra donc se donner à peu de frais l'impression d'être assis à l'Élysée. Quand il m'a demandé de mettre ces 14 000 livres, si j'ai bonne mémoire, je me rappelle plus 1400 dans ce passé, donc c'est 14 000, dans sa chambre, et j'ai dit mais non, on ne dort pas avec 14 000 livres. Et il m'a dit mais si. Et je dis mais non. Il a dit mais si. Et à un moment je me suis rappelé que c'était lui le président de la République quand même. J'avais fait un pari avec des copains en disant si on gagne la coupe, je fais la bise à tonton sur le front. Et en fait, je me suis dégonflé, on a gagné la coupe et puis quand je suis arrivé devant le personnage, il y avait tellement de respect devant que j'ai pas osé avancer sur le front. Et je lui ai demandé de lui faire la bise et je lui ai fait la bise. Embrasse-moi, idiot, c'est vraiment beaucoup, beaucoup mieux que des mots. Embrasse-moi, idiot, et j'oublierai tes défauts. Il y a eu l'année d'après la deuxième, la même finale, qu'on a perdu 1-0. Et par contre, c'est lui qui m'a fait la bise. Et il a dit, ça y est, cette fois-ci tu perds, tu me fais pas la bise. Donc j'ai refait la bise au président en ayant perdu la finale. Vous savez ce que c'est que Chebran? Vous savez, moi, quand j'étais enfant, déjà, on inversait l'ordre des syllabes dans le mot. Hein. C'est pas très nouveau, ça. D'autant plus que vous savez dire branché, bien entendu. Je ne veux pas faire le malin, très informé. Mais c'est déjà un peu dépassé. Hein. Vous auriez dû dire câblé. Eh bien, pour être définitivement câblé et proche de la jeunesse, le président Mitterrand déclare officiellement ouverte la fête de la musique. Porté par son jeune et alerte ministre de la Culture, Jack Lang. Avec François Mitterrand, les portes de l'Élysée s'ouvrent aux artistes. Ils y sont chez eux. La tontonmania est née. C'est un grand homme pour moi, c'est un sage, c'est un vrai humain, quoi. C'est un type que j'aime profondément. Le gouvernement de gauche pour lequel j'ai voté, vous vouliez le officiellement... changement, hein. Oui. Vous vouliez le changement, vous ne l'avez pas caché, vous avez fait la campagne Mitterrand, vous avez chanté dans ses meetings. Bah, c'est pour ça que j'ai le droit de gueuler maintenant. Vous avez maintenant. pris l'avion avec lui? Oui, c'est pour ça que j'ai le droit de... Oui. Depuis l'avion. Depuis qu'il est président, non. Bon. Je sais pas, il a peut-être autre chose à faire. Alors, vous vouliez le changement? Voilà, alors j'en parle. Alors pour enfin, je dis pas que je l'ai pas surtout. On a l'abolition de la peine de mort, on a l'arrêt des expulsions des travailleurs émigrés. Il y a de bonnes choses. La peur de la mort n'a jamais arrêté d'autres passions. Et si la peur de la mort arrêtait les hommes, eh bien, vous n'auriez pas ni grands soldats, ni grands sportifs. Quel homme sublime, Badinter. Moi, j'ai toujours été ému par cet homme. Moi, j'aurais été une femme, je serais tombé raide avec lui. Il y a eu exactement 369 voix pour l'abolition, 113 contre. C'est un scandale.
Non mais c'est un scandale. Vous vous rendez compte qu'il faut attendre 1981 pour l'abolition de la peine de mort? Mais où sommes-nous? Quels animaux sommes-nous? 1988, une première dans la Ve République, la cohabitation. Mitterrand et Chirac vont s'affronter pour le second tour des présidentielles. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. 35, voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le nouveau président de la République. Et pourtant, malgré les rivalités et les déceptions de quelques-uns, François Mitterrand est réélu. Même si à la fin des années 70, quelques jeunes passionnés de radio commencent à émettre clandestinement sur des fréquences interdites, le 9 novembre 81, les radios deviennent libres. La FM, c'est comme vous m'entendez maintenant. Et puis, les grandes ondes, c'était comme ça. Ça faisait comme ça. Bonjour, c'est Gilbert. Bonjour, c'est Gilbert. Ça n'a rien à voir, hein. Et ben voilà, c'est ça la FM. Donc, quand les radios ont passé en FM, ça a été un miracle. Ça a été quelque chose dont tout le monde avait soif. Et il y a eu ces radios locales, une multitude de radios locales en France. Elles se nomment Radio Quinquin, Radio Trou des Halles, Radio Gaga, Radio Riposte. Quelques mois après son élection, le président François Mitterrand légalise les radios libres. La France compte alors plus de 1000 radios. Elles sont de tout genre, de tout bord. Chacune a son identité. Salut les PD. Au 10e étage d'un immeuble du 20e arrondissement, Fréquence Gay. Une radio qui s'adresse à la communauté homosexuelle de l'Île-de-France. Radio Soleil, une radio pour la communauté immigrée. Ce n'est qu'une des 150 radios associatives qui se disputent la bande FM à Paris, où il n'y a la place que pour 30 à 40 stations. Mais l'une des plus écoutées est Énergie, qui signifie à l'origine Nouvelle Radio Jeune, avec un créneau, les jeunes et les tubes. L'aventure commence dans un petit studio de 20 mètres carrés, situé dans un quartier populaire parisien. Ça s'est passé comme ça, quand j'ai rejoint Énergie, début 82, effectivement, il y avait un studio rue du Télégraphe à Paris. L'émetteur était sur la baignoire de la salle de bain. C'était un petit studio, en fait, un appartement, hein, c'était dans le 19e. La kitchenette servait de console pour le DJ, et puis il y avait une pièce, il y avait une table, un téléphone, des disques par terre et un placard où dormaient les animateurs qui faisaient la nuit. Danse jusqu'au bout de la nuit, tes flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui s'éclate et toi qui tiens le choc. Et tu chantes, ce refrain qui te plaît. Et tu tapes, c'est ta façon d'aimer. Ce rythme qui t'entraîne jusqu'au bout de la nuit. Réveille en toi le tourbillon d'un vent de folie. On avait des problèmes avec la concierge de l'immeuble, le concierge qui était très méchant, qui nous aimait pas. On avait toujours peur qu'il nous tire un coup de fusil parce qu'on faisait un petit peu de bruit. Et à ce moment-là, qu'est-ce que vous avez fait? Je crois que j'ai remis la radio. Le précipice est au bout. Qu'elles ont à me dire, les étoiles? Il y avait à ce moment-là une bonne façon de faire la radio, quoi. Personne n'était payé. Tout le monde était bénévole, mais tout le monde était attaché parce que dans la vie, c'est important. C'était une activité un peu créatrice et on se réalisait à travers ça. Et puis c'était un groupe de copains, on était bien. Tic, 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 tic. Ah, la voilà la belle émission. Tic, 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 tic. Tic, 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 tic. Si t'as perdu le moral, si t'as perdu une jambe, si ta femme t'a quitté, si t'as perdu la guerre, écoute Carbone 14, la radio des schmardos. C'est vrai, il y a une liberté de ton qui tout à fait nouvelle, bon, qui a été vite réprimée. Bonsoir, vous êtes bien sur Carbone 14, la radio qui vous encule par les oreilles. Avec David Broussac, c'est super. Carbone 14 n'a pas été autorisé par l'autorité de régulation, ce qui aurait pu arriver à Énergie aussi d'ailleurs. Le gouvernement décide de réguler les radios via la haute autorité et instaure des règles. La publicité est interdite, les radios ont du mal à survivre. Dans un pays démocratique, on n'a pas le droit d'empêcher quelqu'un de se lever le matin et de décider de faire de la radio et de gagner sa vie par ce biais-là. Manque d'argent, émetteurs de mauvaise qualité, course à la puissance, les radios se chevauchent, se gênent et vont parfois jusqu'à brouiller les fréquences du trafic aérien. La situation se durcit.
De l'eau dans le gaz entre les pouvoirs publics et certaines radios privées qui sont accusées de gonfler exagérément la puissance de leurs émetteurs avec tous les risques et les gênes que cela comporte. Conséquence, 6 radios ont été sanctionnées, elles ont interdiction d'émettre pendant une certaine durée. Énergie écope d'1 mois d'arrêt. Les radios s'organisent. Le public n'est pas d'accord et descend dans la rue. Énergie était déjà la radio la plus écoutée dans l'Île-de-France, la radio musicale la plus écoutée. Et lorsqu'ils ont voulu revenir en arrière, c'était trop tard, quoi. 3 ans après, les gens étaient habitués. Puis il n'y avait pas de raison d'arrêter. Donc effectivement, le 8 décembre, nous avons lancé la manifestation. Bon, j'y suis pour quelque chose, je dois dire. Et c'était quelque chose d'énorme. C'est un jour, moi le 8 décembre, tous les 8 décembre, pour moi, ça me fait quelque chose. D'ailleurs, le 8 depuis est mon chiffre préféré. Il y avait beaucoup de monde. Hein. On a dit 200 000, on dit même 300 000. Bon, la police, comme toujours, a minimisé les choses, mais c'était une manif dense. On avait demandé à tout le monde de prendre des sound machines à l'époque sur l'épaule, donc ça permettait à la radio de donner les instructions via la radio, justement, que tout le monde avait. Depuis mai 68, les jeunes n'étaient pas descendus dans la rue. Le pouvoir politique a toujours peur de la rue. À partir de ce moment-là, on nous a respectés. Je crois que c'est le 8 décembre 84 qui, pour moi, reste toujours dans les années 80 le jour J, quoi. Il est libre, Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. La FM devient incontournable. C'est elle désormais qui fait les tubes. D'énergie, nous allons bien sûr répondre et vous attendre au standard. Gilbert Montagnier, numéro 1 sur Énergie. Trois étudiants bordelais fraîchement sortis d'une école de commerce sont les auteurs de cette chanson très 80. Des fois, je me demandais si Énergie c'était pas Radio Madonna, quoi. Dès le départ, dès la première chanson, première chanson Holiday, on a beaucoup passé Madonna, on a beaucoup aimé Madonna. Après avoir passé son enfance chez les religieuses, Madonna débarque à 20 ans à New York avec 35 $ en poche. Il lui faudra 5 années pour imposer Holiday, son premier succès. Elle a toujours eu des chansons, elle a évolué, elle a été blonde, elle a été brune, elle a été cheveux courts, cheveux longs, etc. Madonna crée ou devance les modes. Une sexualité savamment exacerbée, un sens inné de la transgression, ces shows sont de véritables événements. Madonna est très pressée. Une demi-heure plus tard, la limousine noire quitte l'hôtel de ville, la star s'en va répéter assaut. Course-poursuite dans les rues de Paris, les paparazzis ne la lâchent pas. La venue de Madonna au parc de Sceaux fait le bonheur des adolescents, mais n'est pas du goût de tout le monde. Les riverains sont inquiets. Ça va faire du bruit. Et dans quel état retrouvera-t-on la pelouse? Je crois qu'il faut rester calme et voir tout ça avec de la bonne humeur. Une soirée de spectacles et de concerts, pour les jeunes, dans l'année, c'est pas grand-chose. Et je vous le répète, toutes les précautions, absolument toutes les précautions ont été prises. Avec le soutien du vice-président du Conseil général de l'époque, la Madone se produit au parc de Sceaux devant 130 000 spectateurs, et pas des moindres. Vous êtes chaude? Je suis chaude et prête aussi. C'est donc dans une ambiance très chaude que la star offrira sa petite culotte à son public à la fin du concert. D'autres gestes l'honorent. 500 000 francs contre le sida, un gros chèque signé Madonna pour l'association des artistes contre le sida présidée par Lynn Renaud. Je voudrais remercier Madonna, parce que c'est vraiment chic, c'est vraiment sympa de sa part. Mais qu'écoute donc le Premier ministre dans son Walkman? Madonna, la chanteuse étrangère préférée de Jacques Chirac. En tout cas, depuis que sa fille, Claude, la lui a fait découvrir. La préférée de Jacques Chirac s'empare d'une musique refusée dans un premier temps par Michael Jackson. La Madone en écrit les paroles en hommage à San Pedro, une ville mexicaine réputée pour sa piété.
80, mais femmes jusqu'au bout des seins, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme. Femmes des années 80, moins Colombie de Karl Quint, sachant bien... Libre de travailler, libre d'être en couple ou célibataire, executive woman, femme de lettres ou de pouvoir, sex symbole, mère et père à la fois, les femmes des années 80 sont en pleine mutation. Alors les femmes des années 80, il faut se souvenir de cette époque-là, elles étaient toutes vertes avec des très très grands trucs comme ça. Il y a eu une mutation génétique vachement importante de la femme depuis les années 80. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. I don't need you. I've got to break free. God knows I want to break free. Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans Nouvel Obs, elle dit que Brett est cher. Femme libérée comme Danielle Thompson, fille de Gérard Houry, co-scénariste de Rabbi Jacob, elle est à l'image de la working girl, mère de famille et femme active. Elle est si fragile, être une femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile de la... C'est vrai qu'il y a eu cette incroyable liberté sexuelle qui a changé beaucoup de choses et qui a eu évidemment un énorme impact sur la vie des femmes en général. Avec son tempérament de feu, la sulfureuse Béatrice Dalle, découverte par Dominique Besnéard, devient une véritable icône des années 80. Elle fera d'ailleurs monter la température avec 37,2. Au feu, les pompiers. Aujourd'hui, c'est vendredi et je voudrais bien qu'on change. Je vais encore venir chez Vonda. C'est sirène et c'est sirène. Vous aviez l'idée que vous feriez un jour du cinéma ou vous ne saviez pas? Du cinéma, je savais pas, mais être connue, oui. Parce que Mathieu Rosegard m'avait dit que j'allais être connue. J'ai fait confiance, puisque tout le reste s'est réalisé, j'ai fait confiance. Sur 3/8. Action! C'est la première fois qu'on se dans la lumière. J'ai réussi cet exploit qu'à la fin de ce film, avec quelques jours de battement, j'ai retrouvé Béatrice depuis quelques jours et elle me fait toujours rêver. Je la regarde toujours avec autant de bonheur. Et alors quand on regarde une femme comme ça, avec autant de bonheur, on a envie de tourner avec elle. Tout le monde répète encore que les hommes préfèrent les blondes. Ils font pour une décolorée en moins d'une seconde. J'ai l'impression qu'ils confondent. Et la Joconde à moins qu'on la tombe. C'est quand même bien une brute. Les bruits comptent pas pour des... 1986, Lio, star de la chanson, aurait pu faire 3 ans plus tôt ses débuts au cinéma. Jean Becker lui avait en effet proposé L'été meurtrier. Elle avait refusé. Valérie Caprisky, qui, elle, avait accepté, s'est vue rafler le rôle par Isabelle Adjani. Je te dédie ces mots à toi, rien qu'à toi. Et ils te diront comment du néant tu as fait un homme de moi. Silence autour, lumière caméra. Ce jour-là, au Festival de Cannes, les photographes décident de bouder celle qu'ils jugent trop capricieuse à leur goût, Isabelle Adjani. Dis-moi, Lily, Oui. tu comptes sur les Césars, toi? Ah, ouais. Pour l'été meurtrier, tu veux dire? Pour les teams meurtriers? Ouais. J'espère l'avoir, oui. Ça me Tu ferait risques, hein? Tu risques. T'es sûr? Regarde. Je peux te prendre un peu tes lunettes? Merci. T'aimes bien les canards? Oui, pourquoi? Ce serait bien que tu fasses une petite imitation, non? Tu veux? Pour les téléspectateurs de Platine 45. Je suis dans un état proche de l'Ohio. J'ai le moral assez
héros. Je suis dans un état proche de l'eau. Je me suis perdue dans le Colorado. On m'a laissé en radeau. J'imaginais trouver l'Eldorado. Isabelle Adjani, un visage rayonnant, un teint éblouissant. Et vraiment, je me sens belle. C'est vrai que les années 80, on a partagé beaucoup de choses. On a partagé cette horrible histoire de rumeurs. On a partagé cette soirée formidable où elle a eu le César et où elle a parlé de Salman Rushdie, ce qui était très courageux à l'époque. La volonté, c'est de ne pas être d'accord, de ne pas se soumettre, s'opposer. Salman Rushdie, écrivain. C'est quelqu'un qui a du cran et qui est un personnage tout à fait exceptionnel. Ah, je vous aime. Ah, je vous aime. Je n'en connais pas de facile. Je n'en connais que de fragile et difficile. Oui, difficile. Difficile. Tels seront les débuts de Christine Ockrent, première femme à présenter le 20h. Vous voulez savoir, comprendre, juger les faits, les gens, les idées. Faites comme moi, choisissez Antenne 2. Je vous donne rendez-vous à 20h tous les soirs de la semaine. Non mais d'abord, il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de blondes, j'allais dire, mais ce serait péjoratif. Il n'y avait pas de femmes, donc je crois que la vraie surprise et la vraie audace de Pierre Desgroupes, qui a été le très grand patron de la 2 à l'époque, c'était d'oser mettre une femme à 20h, ce qui était évidemment très audacieux. Madame, monsieur, bonsoir. Les mœurs évoluent, les progrès scientifiques s'accélèrent et pourtant en France, la contraception reste un combat. Un combat. C'est bien ce à quoi la journaliste doit se livrer pour présenter son premier journal le 5 octobre 81. Pour imposer son style, saluée d'un set d'or, la reine Christine devra faire fi de quelques relents machistes qui traînent ici et là dans la rédaction d'Antenne 2. Sans répétition, sans qu'on m'indique où était le plateau, puisque en gros, tout le monde a commencé par la direction de l'époque était persuadée que j'allais me casser la figure au bout de 3 directs. Ce jour-là, Christine Ockrent est reçue par l'une de ses consoeurs, qui elle aussi a su imposer son style. Bonsoir à tous. C'est une femme, une grande journaliste, une star de l'audiovisuel. Christine Ockrent, bonsoir. Bonsoir Anne. Et pratiquement même plus, c'était pas ce qu'on avait fait de mieux, ni Anne Sinclair ni moi, non. Alors on vous a reproché de ne pas sourire, et puis de trop froide. sourire. Donc oui, mais enfin au départ vous avez dit elle ne sourit pas, donc elle est froide, donc elle est ambitieuse et donc elle fait son métier comme un homme. C'est un enchaînement logique. C'est un enchaînement logique qui est souvent masculin, qui je crois tient à une sérieuse confusion entre, si j'ose dire, le sexe et la fonction. C'est assez bien dit. Bonne question, bonne réponse. Il n'y a quand même aucune raison qu'une femme ne soit pas ni ministre, ni responsable, où que ce soit. Donc oui, là, je crois que c'était un moment particulier dans la société française. Exemple Margaret Thatcher à qui Renaud dédie sa chanson. Ses paroles virulentes et insultantes contre le Premier ministre du Royaume-Uni feront polémique. Même à la dernière déconne, je veux dédier ces quelques vers issus de mon dégoût des hommes et de leur morale guerrière. Car aucune femme sur la planète sera jamais plus con que son frère, ni plus fière, ni plus malhonnête, à part peut-être Madame Thatcher. Patrick Poivre d'Arvor, vous étiez déjà présentateur du 20h l'année dernière. Une nouveauté pour vous cette année, vous le présentez en alternance avec Christine Ockrent. Oui, alors, je suis une vieillerie parmi tous ces jeunes. Non, quel intérêt cela présente pour vous? Tout de suite. Oui. On était mignons quand même. D'autres animateurs font leur début dans les années 80. Laurent Boyer, son improbable Catogan, William Lémergie, Pascal Sevran, Antoine Decaune, Michel Denisot,
Jean-Luc Delarue, Nagui, Jean-Pierre Foucault et ses sacrées soirées, l'ex-Coco Girl Sophie Favier, le sympathique Alain Gillot-Pétré. Albin Grelot empêtré, c'est ça? C'est quelque chose comme ça? Dans l'ordre ou dans le désordre, ça dépend. Demandez à Théron. Donc il faudra l'excuser, il n'a pas bien l'habitude de la caméra, il va vous présenter la météo. Voilà. Et bien sûr, le nouveau roi du prime time, Patrick Sabatier. Ils étaient jeunes tous. Son sourire fait craquer la cible désormais tant recherchée par la télé et les publicitaires, la ménagère de moins de 50 ans. Ça va, Patrick? Ça va fort. Attention, ça va fort. Alors, vous avez vu qui est avec lui? C'est Farida, égérie d'Alaya et de Gauthier, meilleure amie de Carla Bruni aujourd'hui, témoin de mariage de Carla Bruni, Farida. Non, ben, Sabatier, moi j'ai jamais été négatif sur Sabatier. Bon, je regardais pas ses émissions spécialement, mais il a quand même inventé à la télévision quelques-uns des plus beaux concepts. Vous avez connu le monde de la drogue. Oui. Et je crois qu'actuellement, vous en êtes sorti. Oui. Qu'en est-il actuellement pour vous? Ah ben, vous savez, moi, j'ai goûté exactement à tout ce qui existe. Sauf erreur ou omission, ça peut arriver, évidemment. En tout cas, c'est mal. Enfin, moi, je trouve ça pas bien, quoi. Alors, pourquoi vous êtes-vous drogué et comment... Ah, pourquoi? Ça, c'était pas la question, mais pourquoi j'ai bu, pourquoi je suis drogué? Je crois que c'est parce que, de toute manière, je suis une nature excessive et que si je fais un truc, je le fais trop. Moi, comme je suis un homme de concept, je crois quand même qu'il a inventé Avis de recherche, il a inventé Porte-Bonheur, il a inventé le jeu de la vérité, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a quand même toujours eu des très très grandes idées. Et comme vous le savez, Sabatier a réussi à faire pleurer Macias. Arrivera-t-il à me faire rire? Fera-t-il bander Gainsbourg? Vous le saurez semaine prochaine. En rouge et noir, j'excilerai ma peur. J'irai plus haut que ces montagnes de douleur. En rouge et noir, j'afficherai mon cœur en échange d'une trêve de douceur. En rouge et noir, mes luttes, mes faiblesses. C'est une émission de Chavannes, ça. Je voudrais tellement qu'elle s'arrête. En rouge et noir, drapeau de mes colères. Les sociétés de production naissent et fleurissent. Christophe de Chavannes sera l'un des premiers animateurs-producteurs. Émission de Chavannes au bord d'une piscine, et je me souviens, il avait demandé à Simone Veil de dénouer ses cheveux. Ça avait été un événement absolument énorme. Simone Veil s'était lâchée chez de Chavannes, voilà. Je vous ai toujours connu avec un chignon. Est-ce que si je vous demandais maintenant, étant donné qu'on est dans cette phase de séduction, de charme, etc., c'est vrai qu'une femme à cheveux longs est toujours différente d'une femme à chignon. Si je vous demandais de défaire votre chignon, est-ce que vous le feriez? Oh, ben bien sûr. Alors je vous le demande. Ben voilà, tout de suite. Tout doucement, envie de changer l'atmosphère d'altitude. Tout doucement, besoin d'amour pour remplacer l'habitude. On a eu une chose en commun, c'est qu'on a été les premiers à utiliser à la télévision des mots de tous les jours. Non, allez-y, Georgette, un petit peu de sérieux, enfin, écoutez, allez. Alors, les encornés, ils sont tous ça, tout dans la poêle, une minute, ça fristouille, ensuite... Ça fristouille 4 minutes. Ah oui. Alors voilà, et... Oui, arrêtez de vous essuyer sur ma chemise, parce que j'aime beaucoup les encornets, mais... Moi, si je riais pour 3 heures... Non, allez-y, on est pressé, là, on est pressé. Sur le service public, il faut dire la vérité. On nous a foutu une paix royale pendant des années. Il faut quand même le dire. C'est-à-dire qu'on faisait ce qu'on voulait. Vous avez fait des programmes, c'est temps? Pour moi, ouais. Je veux dire, pour toi, peut-être pas. Ah, moi, je sais pas, moi, je pose des questions. Est-ce que tu as l'impression de plus chanter faux? Ouais. Je chante de serve, je ne sais. J'ai pas une voix qui fait que... Bon, je veux dire... I don't care, Albert. Mon cher Ardisson. Dis-moi, Gainsbourg, tu penses que tu vas mourir comment? Tu vas crever? Pour bientôt, hein? Sur pas de mathématiques. S'envoyer en l'air. La plus belle mort. Mais en envoyant la purée, quand même. Hein? Faut ce qu'il faut. Classe. Philippe Le Richaume, qui s'occupait de lui, me dit « Gainsbourg veut faire une émission avec toi ».
Et après l'émission, donc en fin d'après-midi, je vais voir Laurie Shaw, je dis bon, maintenant tu peux me le dire, pourquoi Serge a voulu faire cette émission, pourquoi aujourd'hui, etc. Il m'a dit, il rentre demain à l'hosto, il a une chance sur 2 d'y rester, et voilà, il voulait faire sa dernière émission avec toi. Et on a fait cette émission, il est rentré à l'hosto, il est ressorti, et tout allait bien. Voilà. Dieu est un fumeur de Havane, c'est lui-même qui m'a dit que la fumée envoie au paradis. Je le sais, ma chérie. Laryngio. Laryngite muche, s'il te plaît. Laryngite muche. Tu crois qu'on va finir notre carrière ensemble? Oh oui. Très émouvant, oui. Bah oui, parce que ce qu'on avait fait là, ça s'appelait Star by Star, c'est qu'on faisait interviewer une star par une autre, quoi. Sur moi, ce que j'ai fait, j'ai pas fait grand-chose en fait, mais l'interview, quand j'ai commencé à faire de la télé, l'interview, c'était je te pose des questions, tu me réponds, voilà, des questions ouvertes, des questions fermées. Moi, ce que j'ai fait, j'ai formaté les interviews, c'est-à-dire j'ai trouvé des concepts d'interview. Qu'est-ce que tu ferais si je te quittais? Je te suivrais. Ben, je te suivrai. Fidèle comme une ombre. Fidèle comme une ombre. C'est vrai que ça a donné, certaines fois, pas toujours, mais ça a donné des résultats. Ça, je dois dire que c'est une des meilleures qu'on ait faites avec les Rita. Laryngite, est-ce que tu m'aimes? Fais-moi un sourire alors. J'aurais voulu être un artiste pour pouvoir faire mon numéro. Quand l'avion se pose sur la piste. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct ce soir de Bercy, où pendant 90 minutes, nous allons ensemble essayer de découvrir... Animateur et artiste à ses heures, entrepreneur, homme politique, un parcours atypique pour un homme plein d'ambition. C'est d'ailleurs le titre de l'émission que Bernard Tapie présente en direct sur TF1 le 2 février 1986. Je me souviens très bien, c'est sa première émission. Il parle pendant 200 mètres, sans prompteur. Il est beau, c'est bien cadré. Il fait pas une faute. Enfin, moi, c'est des choses qui m'ont toujours. Je suis incapable de faire ça. Mais si j'ai pas mes fiches, si j'ai pas un prompteur, il avait du talent, quoi. On voit bien qu'il aurait voulu être showman, quoi. C'est clair. Le showman s'improvise chanteur. Pas forcément sa plus grande réussite. Un avion, rêver de voyage, réussir sa vie. Dès que vous sortez de votre rôle professionnel, de toute façon, vous prenez un risque important. C'est d'être un président. Le président Tapie est partout. Dans les années 80, la success story de ce Golden Boy fait rêver les Français. Cela ne durera que le temps de cette décennie. Il a surgi comme le créateur d'entreprise, le patron dynamique, qui allait expliquer comment on allait dynamiser tout ça. Et c'était l'un des paradoxes de ces années-là, de cette France qui avait choisi l'alternance en portant enfin les socialistes au pouvoir, et la glorification du personnage de l'entrepreneur. Pour moi, mon unité de mesure étant l'argent, j'entreprends mes affaires et je les fais entreprendre par tous ceux qui m'entourent avec une volonté féroce de gagner beaucoup d'argent. L'OM restera son plus grand défi. C'est avec Punch que Bernard Tapie fait son entrée à Marseille. La méthode Tapie, révolutionnaire pour le football. Un stade Vélodrome complètement transformé. Écran géant, laser, feu d'artifice, que du show. Supporters et joueurs sont sous le charme. C'est un gars fantastique, super, mais je crois qu'il n'y a pas d'autre mot à dire. Avec lui, on s'attend à tout et tout ce qu'on pensait de lui est arrivé. C'est quelqu'un de vraiment extraordinaire. C'est quelqu'un qui n'est pas facile à vivre. Mais c'est quelqu'un qui connaît tellement les gens et où son intérêt est important, où il protège pour que justement ils réussissent, quoi. Je m'appelle Jean-Pierre Papin, j'ai 22 ans, je suis né à Boulogne-sur-Mer le 5 novembre 1963. C'est terrible. C'est terrible. C'est horrible même. Au nord, c'était les corons. Chez mes voisins en fait qui étaient bouchers et c'est des bons souvenirs parce que c'était à Bruges. Saucisson flamand. Et là il y avait des télés françaises qui commençaient à s'intéresser à ce qui se passait un petit peu à côté, d'un Français qui réussissait et que personne ne connaissait.
c'est le début d'une carrière, quoi. Autre carrière, autre Jean-Pierre, un ex-footballeur devient chanteur et nous offre un tube culte. Dans le regard d'un chat, dans les ailes d'un oiseau, dans la force d'un arbre, dans la couleur de l'eau, je te survivrai. Je te survivrai d'un amour vivant. Je te survivrai dans des yeux d'enfant. Je te survivrai comme un revenant. Je te survivrai dans les cages d'ascenseur, dans les rues de les villes, dans la cuisine au beurre, dans la cuisine à l'huile, dans les couilles de ma sœur, et tout ce qui marche à pile, vous me suivirez. Là, moi, je trouve ça pas mal. Moi, les gens qui veulent se reconvertir, peu importe ce qu'ils ont envie de faire, hein, tant qu'ils le font par passion. Il ne chantait pas encore, lui. Les larmes de la joie à Roland-Garros, Yannick Noah remporte la finale messieurs des internationaux de France, le premier français depuis 1946. Il a battu le Suédois Mats Wilander, tenant du titre en 3-7. Yannick Noah nous offre le 5 juin 1983 l'une des images les plus marquantes de la décennie. Mais en plus, j'y étais à Roland-Garros l'après-midi. Oui, absolument. C'était le saut de Noah et puis son père qui court vers lui. Ça, je crois que tout le monde s'en souvient en France. J'espère avoir suffisamment gagné de l'argent, en tout cas l'avoir bien placé pour ne pas avoir. Et s'il faut vous occuper, qu'est-ce que vous ferez la musique. Quand vous musique. De la musique? Oui. Ah, et c'est un rêve, je veux dire, c'est un comme rêve. quoi? Comme compositeur, comme interprète? Eh bien, pour l'instant, j'essaye de jouer de la guitare, je travaille énormément et j'aimerais faire de la musique pour mon plaisir et puis... Mais en chantant ou simplement comme... J'aime chanter, oui. Oui? Et à la fin des années 80, le plus beau de tous les Français réalise son rêve. Attention les secousses, Saga Africa, ambiance de la blues, Saga Africa, attention les secousses. Pour être aussi performant que nos champions à l'allure décontractée et à la plastique irréprochable, le culte du corps s'impose dans les années 80. Le culte de l'apparence devient tendance. Et pour être svelte, nature et moderne, un seul remède, le sport. Son corps dans sa tête, il aime le naturel et le confort moderne. Un nouveau costume apparaît alors, le survêtement. C'est désormais 3 millions de Français qui découvrent les joies de ce nouveau sport californien, le jogging. Je me sens tout mou, si mou. Il faut éliminer. Cavaler, gigoter, courir et pédaler, boire de l'eau et remuer, éliminer. Can I touch you? Can I touch you? And do the things that lovers do. Wanna hold you. Wanna hold you. I gotta give it. Il y a de plus en plus de gens qui allaient courir dans la campagne, qui s'occupaient d'eux en fait. Moi j'aime bien ce style de vie, quoi. Les salles de sport se multiplient pour accueillir les cadres qui veulent devenir musclés et dynamiques, ou les jolis secrétaires pressés ou stressés. On vient se faire suer pour 3000 francs par an dans des tenues acidulées. Moi, je me souviens, j'allais voir ça de l'autre côté de la vitre, dans les gymnast clubs, co, au sens large du terme, et je me marrais, quoi. J'ai pris 3 kilos. Je fais des haltères et du judo. Je mange des clous et je bois de l'eau. Je vois à travers tout ça énormément de commerce. C'est peut-être cynique, mais y compris Jane Fonda qui a fait fortune. Right, are you ready? J'y vois énormément de genoux pétés. C'est vraiment une grosse connerie. À l'heure de la messe, Antenne 2 propose aux téléspectateurs de se rincer l'œil en regardant le générique d'une émission d'aérobic, très tonique, présentée par Véronique et Davina. Bonjour. Bonjour. Vous savez qu'aujourd'hui c'est un grand jour. C'est votre nouvelle émission Gym Tonic.
On boxe un peu. Dans les années 80, le bronzage est à la mode. Les UV font leur apparition. Il faut avoir une bonne mine pour porter un jogging fluo. C'est une question de look. T'as le look coco. Coco, t'as le look. Pas de doute, coco. T'as le look qui te colle à la peau. Quand on croise des petits vieux, ils font un bond en arrière. Je viens d'une VCBG. La première fois que j'étais arrivé rasé là, alors vraiment, j'ai hurlé. J'ai dit, c'est moche. Et puis, je m'habitue très bien. Et si ça me plaît à moi de mettre une veste Thierry Mugler, je voudrais bien savoir qui m'en empêche. La mode n'est pas un parent pauvre de la création artistique. C'était la folie créative parce que le but était d'être original, d'être différent. Branché, fun, flashy, new wave, dans les années 80, la vie est trop courte pour s'habiller triste. En fait, il y avait des clans. Il y avait des clans avec des modes selon son style et on adoptait un certain genre de mode. Mèche brune, teint blafard, yeux maquillés, démarche saccadée, le groupe Indochine devient un modèle, une référence pour les ados. Moi, tous les matins, maintenant, je m'habille normalement, je m'habille comme je m'habille moi. C'est-à-dire que pour moi, c'est devenu normal. Pour moi, c'est devenu normal de mettre mes pompes, de mettre mon pantalon, de mettre ma ceinture à clous, de mettre mes bracelets, de refaire ma coupe tous les matins. C'est devenu normal. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu comme ça. Reine du look dans les années 80, Désirless dans les années 70, se prénommait Claudie et était styliste. Vous avez vu le look de l'enfer? Regarde l'océan. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Voyage. Dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Ce qui est terrifiant dans ces images, c'est la façon dont on s'habille. Ça, c'était pour une femme, c'est épouvantable. Pour un homme, c'est moins. À l'origine de ce look débraillé au réveil, un groupe britannique, les Cure. Mais l'habit ne fait pas le moine. Le groupe trouve son inspiration dans les œuvres littéraires de Camus, Baudelaire ou Kafka. C'était le début de l'accessoire aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu les lunettes. Duel serré entre Ray-Ban et Porsche, mais attention à l'outsider Warner. Le bandana, c'est venu avec la vague homosexuelle. Et le bandana était un accessoire beaucoup utilisé comme code. Week-end à Rome marque le début de la Daomania. Premier Olympia à guichet fermé. En 85, il est élu artiste rock de l'année. Le fluo, synonyme de fun et d'insouciance, emblème de soirée débridée, s'impose dans toutes les boîtes. Fille d'un prédicateur jamaïcain, ex-muse d'Andy Warhol, égérie de Jean-Paul Goude, mannequin, actrice, chanteuse, un physique atypique, un caractère complètement faux, Grace Jones. C'est devenu une icône des années 80 par le look en fait que lui a donné Jean-Paul Goude. Inès de la Fressange est le premier mannequin à être médiatisé, première aussi à signer un contrat d'exclusivité avec une maison de haute couture. Mais on parle beaucoup d'Inès de la Fressange qui est un peu devenue la star de la maison, ça vous agace pas? Moi, absolument pas, c'est moi qui ai eu l'idée de la pousser au maximum et c'est moi, j'encourage ça, mais à mort. On se connaissait tous en plus, on était une bande. Dans la bande, il y avait Jean-Paul Gaultier qui habillait Edwige, tout le monde avec des sacs poubelles pour aller au bain le soir, qu'on trouvait dans la poubelle. C'était des vrais créateurs.
Et le créateur qui fait fureur en se jouant de la religion et faisant porter des jupes aux hommes, c'est bien sûr Jean-Paul Gaultier. Avec lui, la mode devient unisexe. J'adore reporter des robes, moi. Je trouve ça vachement pratique. Je vous jure, moi, je trouverais ça génial. Une fille ou un garçon, un garçon aux cheveux longs, ou une fille en pantalon, c'est là la question, c'est là la question, c'est là la question. Moi, je trouve ça très choquant. Oui. Vous trouvez ça choquant? Oui, je suis comme les députés de l'Assemblée nationale. Je trouve ça inadmissible d'être habillé comme ça. Vous n'avez pas, vous, été choqué par les députés? Un petit peu, si, quand même. Oui. Surtout Alors, quand je tiens on à dit signaler à messieurs les habillez-vous députés français. que j'ai une cravate dessous, donc que je peux aller à l'Assemblée nationale, que Thierry Mugler est un créateur français. Il a le même que moi. Exactement. C'est pas moi qui ai le même que lui, c'est lui qui a le même que moi. Et avait-il ou non une cravate? Voilà. Mystère. Il avait sa cravate dessous. La mode se dévergonde, la lingerie s'affiche grâce à l'audacieuse Chantal Thomas. La petite lady déguisée. Une jeune top model fait ses premiers pas sur les podiums. Elle aura une incroyable destinée. Son collant rose fluorescent, sa mini-jupe en sky, et comme ça swing sous son chandail, Jim Davison. Carla Bruni a fait son premier défilé chez moi, ça devait être fin des années 80. Et elle était adorable. Je veux dire, c'était une merveille, une beauté quand elle est arrivée. La première fois qu'elle est venue se présenter au casting, elle était avec sa maman. Et ça, je m'en souviens encore. Comme un petit chat sauvage. FR3, c'est 3 fois mieux. La société devient coquine, même si parfois elle ne fait pas dans la dentelle. Cette chanteuse italienne se fait remarquer grâce à ses formes généreuses. Des images jugées trop impudiques par le Royaume-Uni qui sont sur la vidéo. La Cicciolina. Autre italienne, Ilona Anastaller. Mannequin, actrice de films X et députée, la Cicciolina, traduction Chéri Chéri, s'affiche sans complexe. Prince, c'est son vrai prénom. Ce sex symbole est aussi un musicien autodidacte. Le kid de Minneapolis est capable de jouer plus de 20 instruments. Nous sommes... Inimaginable. Un striptease à l'heure de l'apéro, grâce à la Playmate de Colaro. C'est parti, le camion. Une bonne nouvelle, donc. Moi, ça me choque pas plus que ça, hein, je veux dire. C'est beau, je trouve. À l'instant même, sans le début. Il fallait juste que les enfants soient couchés, mais autrement, pour les parents, c'est parfait. Oh les bas, voilà. Mais c'est dégueulasse. Impertinente, ambiguë, insolente et impudique dans ses paroles comme dans ses clips. Vous aimez être dominé quand vous faites l'amour? Une certaine domination, oui. Mylène Farmer bouscule les années 80. J'ai besoin de faire mal et j'ai besoin d'avoir mal. Ouais. Pour parvenir au plaisir. Oui, je veux bousculer. Je suis libertine, je suis une catin, je suis si fragile qu'on me tienne la main. Votre fantasme, c'est quoi? C'est tout ce qui est paroissial. C'est vrai que c'est le prêtre. J'ai une éducation religieuse tout à fait normale, mais je n'avais de cesse que de séduire le prêtre qui enseignait le catéchisme. Ah oui, Mylène, bien sûr, on la connaît bien. Bah oui, Mylène, elle fait partie aussi de cette mouvance qui consistait dans les années 80 à aller plus loin. Si je reçois ce soir un couple,
C'est Max, 36 ans, et Patrick, 33 ans. Ils vivent ensemble depuis 12 ans. Et comme dans tous les couples, ils ont quelques problèmes, eux aussi, dont nous allons pouvoir parler ce soir. Pourquoi il s'en va toujours? Ou il arrive même à partir 48 heures, même 3 jours? Oui, mais j'ai l'impression que dans ces fugues, c'est plus moi qui souffre plutôt que Max. Ce même soir, il y avait à 20h35 les mercredis de l'information sur les homosexuels. Ce même soir, monsieur le ministre. Où était le choix? Votre soudaine pudibonderie m'intriguerait si je pensais un instant que vous regardiez la télévision. J'en passe et des meilleurs. Même si elle fait scandale, l'homosexualité s'affiche au milieu des années 80. Ce clip censuré par la BBC une fois de plus sera un coup de pub inespéré pour ce groupe. C'était certainement des années de liberté. C'est la liberté et le coup de massue. Le sarcome de Kaposi. Tel est le terme savant d'une forme de cancer qui s'était déjà manifestée en Afrique et qui frappe maintenant en Occident. Une particularité, elle n'atteint que les homosexuels mâles. Et à l'époque, personne savait ce que c'était. Actuellement, on compte 53 cas de sida en France et une certaine inquiétude s'est emparée de la communauté homosexuelle. La maladie se transmettrait par voie sanguine, mais le sida est-il vraiment une maladie infectieuse? Autant de questions auxquelles 2 équipes en France tentent de trouver une réponse. Pour la première fois, ce mâle, porteur de fantasmes, de psychoses et de peurs, qui ressemble d'ailleurs à celle du Moyen-Âge, pour la première fois, ce mâle avait un visage. Une célébrité donnait en effet un peu d'humanité à la honte. Rock Hudson est mort hier à Los Angeles à l'âge de 59 ans. Le chanteur Klaus Nomi vient de mourir. Je me souviens d'une période où on avait un enterrement tous les 15 jours, où toutes les semaines on apprenait la mort de quelqu'un. C'est une question qui se pose à nous tous en fait, peut-être sur le sens de la vie, cette maladie qui nous tombe dessus. Mais je vois dans les gens séropositifs que je connais, tout d'un coup ça devient presque des meilleurs vivants quelque part, et aussi des gens beaucoup plus profonds tout à coup. Et puis là, c'est arrivé comme ça. Donc, je crois qu'il y a une génération qui a eu un passage difficile. À ce moment-là, des rapports non protégés aux rapports protégés. Et ça n'est pas toujours évident. Une nouvelle rencontre, c'est troublant. Mais ça peut être dangereux. Une seule fois suffit pour être contaminé. Alors si on veut continuer à aimer, n'oublions pas le nouveau geste amoureux, le préservatif. Il ne passera pas par nous. Le bruit court comme quoi Adjani aurait le sida et serait dans un état pitoyable à la timone. Mais non, elle n'est pas là, Adjani. Nous aussi, on la cherche. Comment est-elle née? Nul ne le sait. Elle est là, latente ces derniers mois, insistante ces dernières semaines. Isabelle Adjani est dans un état grave à Marseille. Elle vient même de décéder. Il nous a bien fallu nous promener d'un hôpital à l'autre, interroger le personnel. La comédienne ne s'y trouvait, bien entendu, jamais. Je suis très proche d'Isabelle et je l'étais déjà à l'époque. Et donc j'ai vécu tout ça avec elle. J'ai vu ce ravage monstrueux de cette rumeur. J'ai déjeuné avec elle un jour et dans un restaurant, et j'ai une amie qui m'a téléphoné le soir en me disant: on a vu Isabelle Adjani dans un restaurant aujourd'hui, couverte de plaques. J'avais déjeuné moi avec elle. Elle était en pleine forme, tout allait bien. Si vous voulez, ce qui est terrible aujourd'hui pour moi, c'est de devoir venir ici pour dire je ne suis pas malade, comme si je disais, comme si j'avais à dire je ne suis pas coupable d'un crime. Je me souviens aussi que le lendemain, on m'a aussi dit: ah mais alors elle avait la main sur la joue, alors c'était probablement pour cacher encore une fois une trace de maladie, et c'était révoltant et ça a été épuisant pour elle, ça a été quelque chose de terrible. Isabelle, pourquoi vous avez un père algérien, vous avez posé dans la couverture de Globe avec Harlem Désir, SOS Racisme, et puis il y a des endroits en France où on n'aime pas beaucoup ça. Alors peut-être ça explique cela. Écoutez, je crois qu'aujourd'hui ça fait partie de notre devoir à tous, en France, de dire qu'on n'est pas raciste, parce qu'hélas, ne pas dire
qu'on n'est pas raciste, c'est cautionner le racisme aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Il est temps que le peuple se lève pour mettre de l'ordre chez lui. Née il y a moins d'un mois, l'association SOS Racisme, créée par un groupe de jeunes étudiants, employés et chômeurs, s'implante dans les cités. Ici, à Épinay-sur-Seine, les jeunes se sont rassemblés d'eux-mêmes pour lutter contre le racisme. Leur local, un box d'un garage de 16 mètres carrés. Quand on a commencé à la distribuer dans une manifestation qui était l'arrivée du Tour de France en mobilette, qui est en fait l'anniversaire de la marche des beurs, avec un très beau slogan d'ailleurs qui était que la France c'est comme une mobilette, ça marche quand il y a du mélange. On a commencé à distribuer le badge et ça marchait spontanément. C'est-à-dire les gens comprenaient tout de suite, parce qu'il y avait aussi la petite signature SOS Racisme, ce qu'on pouvait dire avec. Un badge qui sera porté par 400 000 personnes le 15 juin 85, place de la Concorde à Paris. On sera jamais des standards. Cette fête, c'est celle vraiment de tous ceux qui ont encore le cœur et l'espoir que la France peut être un pays divers, un pays multiculturel. De nombreuses personnalités politiques ou artistiques s'engagent pour défendre les idées d'SOS Racisme. Notre génération a décidé de mettre à l'ordre du jour la mise en application des principes des droits de l'homme. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais des standards, des gens bien comme il faut. Je te donne ce que j'ai, ce que je vaux. On ne peut pas faire l'intégration en demandant aux gens de se repeindre en blanc ou de tous se convertir au pot-au-feu ou au cassoulet. Il faut qu'il y ait aussi de la place pour la pizza et pour le couscous dans la France de demain. Vous n'aimez pas le cassoulet? J'adore le cassoulet, mais j'aime bien varier les plaisirs. Harlem Désir, fils d'un père martiniquais et d'une mère d'origine juive alsacienne. Pas étonnant qu'avec un tel mélange, il devienne le porte-parole de Touche pas à mon pote. Rien que le nom déjà, Désir, et puis Harlem, quelle magie. Harlem Désir, vous aimez qu'on vous aime? Ah oui, bien sûr. Quel petit nom d'amour employez-vous? Oh, ça c'est un peu indiscret. Elle va pas être contente si je dis ça. Non, j'appelle mon petit loup, je l'appelle. Cœur de loup, peur du lit, séduis-la, sans délai, suis le swing, c'est le coup de gond du Kimbo. Pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui dire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. Sous le fil de l'emballage, la lubie de faufiler, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Je dirais que c'est torride. Oui, c'est vrai que le tube était vraiment torride. Lily Medeiros était devenue, parce qu'elle est elle-même issue de l'immigration et tout ça, un peu le symbole de cette jeunesse. Elle était marraine de SOS Racisme et très engagée et écoutée avec beaucoup de respect. Et en même temps, ce tube a été le tube du mouvement étudiant de la fin 86 contre la loi de Vaquet. Il a été d'ailleurs parlé debout sur des tonneaux à la sortie de lycées dans le Val d'Oise ou en Seine-Saint-Denis pour soutenir les lycéens qui utilisaient ce tube dans les manifs. Manif massif contre la loi de Vaquet. Face à l'ampleur du mouvement, entaché par le tragique décès d'un jeune étudiant, Malik Oussekine, le ministre démissionne et Jacques Chirac, le Premier ministre, annonce le retrait du projet de loi. Je trouve ça honteux, la police tabasse les jeunes comme ça. Pourquoi j'ai un bouquet? Parce que quand on tue des enfants, moi je me défleur. D'autres artistes se mobilisent pour SOS Racisme en toute discrétion, comme Daniel Balavoine. Balavoine va soutenir SOS. Il va être un parrain un peu paradoxal, parce qu'il ne va pas du tout se mettre en avant. Il colle des affiches avec les militants de base et il refuse de faire comme les autres parrains, c'est-à-dire de faire des conférences de presse, aller à la télé avec le badge. Il fait vraiment le militant de base. La Ziza, l'un des plus gros tubes de Daniel Balavoine, écrit en hommage à sa femme. Le titre recevra le prix de la chanson antiraciste.
Alors qu'il participe à son premier Paris-Dakar en 1983, Daniel Balavoine tombe amoureux de l'Afrique et du désert. Il décide de s'investir pour aider ce pays. 3 ans plus tard, il installe une pompe à eau solaire dans un village du Niger. C'est sa dernière apparition. Tous les gens, à un moment de leur vie, ont envie de faire quelque chose. Et je crois que malheureusement, les gens laissent trop souvent passer l'envie. J'ai des mouvements de colère sous le 3e millénaire, tout casser, tout refaire. Et c'est avec ses amis et complices Michel Berger et France Gall qu'ils fondent l'association Action École pour lutter contre la faim en Afrique. Une chanson sera le symbole de leur combat, Babacar. Au milieu des années 80, les stars du monde entier se mobilisent pour des causes humanitaires. Dans ce titre, Gold rend hommage aux Boat People. Les yeux mouillés de pluie, les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants. 21 chanteurs, dont Lionel Richie, Michael Jackson, Tina Turner, Bob Dylan ou Bruce Springsteen, s'associent contre la famine en Éthiopie. Il y avait beaucoup de générosité. C'est des années, je pense aussi au Restaurant du Cœur par ailleurs. Bon, SOS, ces mouvements liés un peu à We Are the World, d'autres mobilisations qui avaient lieu aux États-Unis, en Grande-Bretagne, sont aussi la marque d'une période où il y a des projets qui se lancent et des gens qui s'y engagent sans calculer. En France, c'est Renaud qui reprend le mouvement avec SOS Éthiopie. Donnons-leur la vie. Chez nous, la forêt succombe. Là-bas, le désert avance. Plus vite que l'incolore. Dans un ciel d'indifférence. Les enfants du tiers-monde n'ont que l'ombre d'une chance. Chaque jour, chaque seconde, faisons taire le silence. Loin du cœur et loin des yeux, de nos villes, de nos banlieues, l'Éthiopie meurt peu à peu, rien qu'une chanson pour ne plus fermer les yeux. C'est beaucoup et c'est bien peu, c'est bien peu. Loin du cœur et loin des yeux. Ah merde, faut changer mes badges, j'avais mes badges, je parais. Au fond à droite. Ils sont très directement concernés. Il est enfant d'immigrés italiens. Ça, c'est pas tellement à l'époque. Hein. C'est pas son image. C'est pas Michel Colucci. Son nom est pas très connu. Il y en a qui sont beurre parmi vous, comme on dit. Moi, je suis fromage, mais d'origine parmesan quand même. Et en fait, il était très méticuleux, était très conscient de la puissance de l'émetteur qu'il était devenu. Et donc du fait qu'il ne fallait pas qu'il se gâche, que quand il s'engageait pour une cause, et c'est ce qu'il va faire très peu de temps après pour les Restaurants du Cœur. 1985, Coluche crée les Restos du Cœur. On vous promettra pas les toujours du grand soir, mais juste pour l'hiver, à manger et à boire. Coluche veut continuer. Aidé par 5000 bénévoles, il a gagné son pari. 8 millions de repas ont été distribués cet hiver. Maintenant, il propose que les Français puissent donner une part de leurs impôts aux associations caritatives. Il y a officiellement 600 000 personnes qui n'ont pas à bouffer en France, quoi, tous les jours. Et les mecs vous disent ça comme un chiffre, et quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire pour ça, ils disent ben je sais pas. Alors nous on sait et on le fait. L'hymne des Enfoirés est signé Jean-Jacques Goldman. Mon dernier souvenir avec Coluche, c'est au Festival de Cannes, donc au mois de mai.
donc un mois avant. Et on avait déjeuné ensemble, il était déguisé en femme, comme ça l'amusait souvent, et il m'a donné ses boucles d'oreilles, que j'ai toujours. Bonsoir à toutes et à tous, c'est donc un Zénith spécial que je vous présenterai avec Philippe Gildas et Maryse pour me rejoindre ce soir. Je pense qu'on ne sera pas trop de trois. Pardon. Si aucun d'entre nous ne peut parler, on n'a aucune chance de continuer. Donc Coluche est mort. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. On était fracassés par cette disparition. Mais non, c'est une blague. Vous plaisantez? Je suis très triste et je peux pas dire plus. C'est un homme qui... C'est une grande perte, c'est une très grande perte pour la France. Je suis très ému. Si maman, maman, si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman, si, mais mon avenir reste gris, et mon cœur aussi. Il y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Moi, j'ai un cadeau pour vous. Un morceau du mur. Évidemment. Il reste un peu moins de 4 heures pour que se réalisent certaines prédictions, que je cite en vrac: la découverte d'un vaccin contre le sida, la démission de François Mitterrand, la fusion entre la 5 et la 6, ou encore le mariage de Sophie Marceau. Sophie, il te reste 4 heures. C'est il y a 20 ans et c'était une période heureuse, les années 80. Mine de rien, je crois, on était un petit peu dans l'insouciance, dans le bonheur immédiat, le plaisir immédiat, sans trop penser au lendemain. J'ai un grand sens du temps qui passe et du nevermore, c'est-à-dire des choses qui ne reviendront plus, quoi. Et ça, c'est très flippant quand on sait que voilà, on l'a vécu, on en a profité, on était heureux de le vivre, mais que voilà, on le revivra jamais. Ça, c'est Pas dire au revoir comme sur le quai d'une gare. Je te dis seulement bonjour et fais gaffe à l'amour. Sometimes I feel I've got to run away. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light, for I toss and turn, I can't sleep at night. C'était la folie des années 80 sur France 3 avec le film Une famille à louer.